Alors, il y a deux solutions. Soit ça leur fait, et ça peut se comprendre, trop peur à imaginer, parce que c'est inimaginable, c'est atroce. Et donc, il y a un réflexe comme ça qui est normal. Soit, alors c'est moins positif, c'est que ce sont des gens qui, pour des raisons que je ne connais pas, mais que je peux imaginer, préfèrent taire cette réalité. Carl Zéro, bienvenue au Québec. Quel bonheur d'être là. Vous êtes un ex-animateur de télé très connu en France. Vous êtes le fondateur du magazine L'Envers des affaires et vous êtes ici même à Boucherville, près de Montréal, parce que vous allez participer à une grande conférence sur la pédophilie, les réseaux pédocriminels. La conférence a lieu dimanche. On enregistre aujourd'hui le 31, donc le 2 juin à midi. Il y aura également Pierre Barnérias qui sera présent, le réalisateur du film Les Survivantes que j'ai interviewé récemment, la criminologue Maria Mourani, qu'on connaît bien, Libre Média, Dominique Morel, animateur de radio, Anneke Luca et Mylène Hébert. Donc, une grande conférence organisée par les productions France-Québec. Il reste des billets, donc on invite nos auditeurs à se les procurer et à venir assister à l'événement ici même à Boucherville. Monsieur Zéro, évidemment, un énorme sujet qui est celui de la pédocriminalité. Quel est le vrai du faux dans tout ça? C'est-à-dire, évidemment, toute la question des réseaux pédosatanistes. Tout le monde se pose la question, est-ce que c'est vrai qu'il y a véritablement des réseaux de type cultuel, c'est-à-dire une espèce de théologie sataniste derrière des réseaux pédophiles? Ah oui, bien entendu. Je dirais pas que c'est ce qui est le plus répandu, mais ça existe évidemment. D'ailleurs, quelle chose humaine n'existe pas quand on réfléchit? Toute chose peut exister. Jusqu'à présent, ça a été tu, mais maintenant, des voix commencent à s'élever. Vous parliez de Anneke Luca, qui sera donc là dimanche. Anneke a été littéralement vendue à des réseaux pédophiles, en l'occurrence un réseau belge, de l'âge de 6 ans à 11 ans, par sa propre mère, qui, elle, était flattée, parce que ça la mettait en contact avec des gens un peu du Gotha, des gens chics, des gens riches, et peu importe ce qui arrivait à sa petite fille. Et c'était un système extrêmement au point, où, si je puis dire, la petite Anneke est montée en grade au long des années, et après était chargée carrément de mettre en confiance les hommes qui allaient pour la première fois faire l'amour à une enfant, alors qu'elle n'était qu'une enfant. Je ne sais pas si psychologiquement, vous voyez le poids sur les épaules pour elle. Et donc il a fallu très longtemps pour que les gens commencent à parler. Parce que pendant des décennies, c'était « mais non, c'est un fantasme de journaliste, c'est une connerie, ça ne peut pas exister, c'est trop horrible ». Non, malheureusement, ça existe. Et des témoins comme ça, il y en a maintenant vraiment beaucoup, beaucoup. Mais c'est la pointe de l'iceberg, les réseaux pédosatanistes, c'est le caviar, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ça. La réalité de la pédocriminalité, c'est malheureusement bien souvent aussi simplement l'oncle, le frère, le père, parfois la mère, mais enfin c'est 4% des cas, c'est beaucoup moins. Et ce sont des abus sexuels à la maison, et puis c'est l'omerta, le silence, c'est une espèce de... En fait, c'est comme si on était tué de l'intérieur enfant et qu'on ne pouvait pas le dire. Et le but de notre combat, c'est qu'on puisse le dire pour qu'à terme, ça n'arrive plus. C'est-à-dire que les gens, au moment de passer à l'acte, se disent « vu ce qui va me tomber sur la gueule, je vais passer mon tour ». Donc, effectivement, vous distinguez 2-3 niveaux de pédophilie, c'est-à-dire la pédophilie ordinaire, si on peut dire la pédophilie... Qui est la plus large, évidemment. Ouais, ensuite, les réseaux, c'est-à-dire la traite de personnes. Oui, il y a ça. Oh, dont les migrants sont en grande partie... c'est plus ce qu'on voyait dans le film Sound of Freedom. Oui, c'est ça, ouais. Là, ça consiste à aller enlever des enfants d'un endroit, en général un pays pauvre, en leur faisant miroiter de l'argent, une carrière, n'importe quoi. Là, en l'occurrence, dans Sound of Freedom,
les petits... Mannequinat, je pense. Ouais, c'est ça, du mannequinat. Bon, du mannequinat bidon, hein, pour un savon mexicain, un truc n'importe quoi. Mais c'est de rapter en masse des gens pour les envoyer dans un autre pays où ils vont devenir de la chair à pâté ou de la chair fraîche pour des pédophiles. Donc, les mettre dans un système de prostitution. Mais il y a aussi, maintenant, avec Internet, évidemment, il y a aussi une prostitution, qu'est-ce que je dis ? Une pédocriminalité très importante sur le dark web, où vous pouvez donc commander, acheter, visionner, demander tel sévice, tel truc, et ça peut aller jusqu'à la mort. Et c'est aussi un gros business qui existe. Et puis, vous me parliez des trucs cultuels. Ça existe aussi. C'est ça qui fascine le plus, évidemment, le public. Donc, il y a une sorte... C'est une religion, finalement, c'est-à-dire que oui, parce les qu'il y a des sacrifices... sacrifices. Voilà, c'est ça. Parce que oui. Ben, souvent, quand on dit sataniste, c'est pas un vrai mot. Hein. Souvent, ce sont des adorateurs de Lucifer, de Satan. Et le fait de... au fond, le fait de pouvoir, comme ça, non seulement violer des enfants, mais ensuite les torturer, les mettre à mort, donne à ces personnes, en tout cas dans leur esprit malade, l'idée qu'ils sont des surhommes, qu'ils sont libres, qu'ils sont plus puissants que tout, qu'aucune morale ne les arrête, que rien ne les arrête. Et donc c'est des petits cénacles, et qui sont... évidemment, à mes yeux, dévoyés, quoi. Est-ce qu'on a plus d'infos? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont des textes sacrés? On parle carrément d'une forme de religion? Oui. Ou c'est, du moins, des gens qui prétendent avoir un culte, mais qui n'est pas tout à fait clair, ils n'ont pas un canon, ils n'ont évidemment pas un clergé, là? Non. Mais on est dans l'ordre, quand même, du religieux, là, ce que je comprends, là. Il y a un aspect religieux, un aspect, on va dire, occulte ou ésotérique. Ouais, plutôt ésotérique, oui. Ésotérique, et souvent, c'est un peu un fatras. C'est-à-dire, ils vont choper chez tel auteur tel truc, chez un autre tel truc, chez tel courant. Religion à la carte, un peu. Ouais. Culte à la carte. Et généralement, il y a un ou deux chefs, un ou deux penseurs. Donc, c'est un phénomène sectaire, en réalité, d'une certaine façon. Mais le but de la secte n'est pas de piquer le pognon, comme dans beaucoup de sectes, hein, de s'enrichir en faisant miroiter quelques voyages vers Sirius ou quelques trucs incroyables, comme dans l'affaire de l'Ordre du Temple solaire, qui, si j'ai bonne mémoire, a touché le Canada aussi à une époque. Là, il s'agit d'assouvir des plaisirs et aussi... et ça c'est très important, et ça vaut pour le reste bien souvent, de faire chanter des personnes. C'est-à-dire que ces cérémonies soient filmées, et qu'on ait des traces de cela, et qu'on puisse ensuite s'en servir sur les nouveaux membres, sur les personnes qui ont rejoint, si d'aventure elles voulaient ne plus participer, ou si d'aventure on voulait un permis de construire, ou si d'aventure on voulait acheter une nouvelle voiture, et qu'il connaîtrait un garagiste, et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier qu'il y a cet aspect... c'est comme dans Epstein. Hein, l'affaire Epstein, c'est du chantage sexuel. On organise des soirées ou des week-ends de détente, et puis... ça peut même commencer assez normalement, comme dans cet hôtel. On va dire qu'on va aller boire un verre tous les deux. Donc les gens deviennent complices, finalement. Voilà, on va passer un bon moment, on va rencontrer des gens, et puis un peu plus tard, on sera un peu plus éméché. Peut-être on aura bu quelques bières de trop, on aura peut-être pris un peu de drogue, et puis là vont arriver des jeunes filles, mais on ne va plus très bien discerner quel âge elles ont exactement. Et puis, on va se laisser entraîner. Et puis, vous allez, mon pauvre ami, monter dans la chambre avec une de ces jeunes personnes. Et le lendemain, vous aurez à peu près tout oublié, mais pas nous, puisqu'on aura évidemment fait des photos, des vidéos, et qu'on vous tiendra. Donc, il y a souvent cet aspect-là. À partir de quel moment dans votre carrière, votre longue carrière, vous avez décidé de vous attaquer vraiment à ces réseaux? Petit à petit, en fait. D'abord, je suis tombé sur une affaire comme ça... qui était l'affaire Allègre, où il y avait une personnalité importante de la politique française qui s'appelait Monsieur Baudis, et qui était à l'époque maire de Toulouse, et dans lequel il y avait justement
eu des soirées comme ça où ça avait dégénéré, où il y avait eu des mineurs. Et comme c'était lié à l'histoire d'un serial killer, le fameux Allègre, c'est là où ça a commencé à me titiller fortement. C'est-à-dire que une des jeunes femmes qui, à l'époque, donc avait 16 ans au moment des faits, avait vu des petites qui avaient plutôt entre 10 et 12 ans. Et je ne pouvais pas le croire. Je ne connaissais pas du tout cet univers-là, ni ce truc-là. Donc j'ai décidé d'en parler à la télé, ce qui a été moyennement pris, on va dire, par la chaîne, les médias, parce que c'est le genre de truc, j'imagine, c'est pareil ici, on n'en parle pas normalement. Mais en même temps, c'était avant ce qu'on a appelé le complotisme. C'est bien avant l'avènement du complotisme. Le complotisme, c'est des conneries. C'est pour mettre un mot sur ce qu'on ne comprend pas ou ce qu'on ne veut pas entendre. Et puis c'est une façon de mélanger tout. C'est-à-dire que ce que je décris, c'est juste une réalité. Si subitement je me mets à vous parler de la Terre plate, là vous pourrez dire, ce pauvre Karl Zéro est complotiste. La Terre, je viens de Paris, j'ai bien vu que c'était rond en venant. Je suis désolé, elle n'est pas plate. En revanche, ce que je vous décris existe. Donc ça a été ça. Et ensuite, je me suis un peu spécialisé dans les reportages, les documentaires de faits divers. J'ai fait beaucoup de faits divers autour de la pédocriminalité. Et j'ai constaté qu'en fait, les pouvoirs publics et la justice, en tout cas française, n'agissaient pas et laissaient tomber les pauvres victimes et les pauvres parents proches de victimes, les mamans en l'occurrence, comme des vieilles chaussettes. Et qu'il fallait faire quelque chose et en parler de plus en plus. Et lorsque l'âge Kakoshim de 60 ans est arrivé, la retraite allait sonner, je me suis dit, maintenant je vais me consacrer à ça. Je vais expliquer, c'est ce que je viens faire ici, je vais expliquer qu'on est face à un pur problème, un fléau mondial qui rapporte énormément d'argent, puisque c'est le deuxième après la drogue source d'argent sale en ce bas monde, et je vais essayer de faire bouger les choses à tout niveau, c'est-à-dire aussi bien parce qu'en en parlant, puisque les médias ont renoncé à en parler, il faut bien que quelqu'un en parle. Moi, comme j'ai une certaine notoriété, si j'en parle, ça marque plus les esprits. Et donc, après, d'autres gens viennent vers moi. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire une plateforme liée à ça, où on diffuse tout ce qui existe là-dessus dans le monde, documentaires, films, courts-métrages. Et ensuite, une association en France, pour l'instant, qui s'appelle Justice pour l'enfance, où on trouve des avocats, on a un collectif d'avocats, et on trouve des avocats pour les victimes. Pour justement, parce que c'est si par exemple votre enfant est violé par le père, je ne sais pas comment ça se passe au Québec ou au Canada, mais en France, c'est un calvaire, un chemin de croix. On fera tout pour vous décourager, ce qui fait que seulement 4% des affaires de viol de ce type arrivent au bout. Libre Média, c'est beaucoup plus qu'un site web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libre Média, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre-media.com. Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libre Média, parce que vos choix sont importants. Je posais la question à Pierre Barnérias récemment. Il y a eu le mouvement Moi aussi, qui a contribué à libérer la parole. Pourquoi il n'y a pas l'équivalent pour la pédophilie? Eh bien, on y travaille. Quand on dit on vous croit, ça a été un des slogans évidemment forts de MeToo. Ouais. On vous croit. Mais pourquoi on ne croit pas les victimes de pédophilie dans plusieurs cas? Parce qu'à un moment, le mouvement MeToo, où moi aussi, a été épaulé par les médias officiels, qui font quand même, même si aujourd'hui on gagne du terrain avec nos petits médias à nous, mais ils font quand même la différence. Et le jour où les grands médias se sont emparés du MeToo, ça a pris et ça a libéré beaucoup de femmes. Pour les enfants, on attend toujours. C'est pour ça qu'on lâche pas. Avez-vous espoir? Pensez-vous qu'un jour les grands médias pourraient embarquer? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et pourquoi ils attendent? Parce qu'ils sont frileux et parce que aussi c'est compliqué quand vous êtes dans un média de vous attaquer frontalement à ça alors que votre rédacteur en chef vous dit n'y touche pas, n'en parle pas, et que surtout vous ne savez pas qui y a dans ces réseaux-là, sur qui vous allez tomber et en quoi ça va changer votre vie. Est-ce que vous n'allez pas avoir derrière des problèmes dans votre propre carrière ou des menaces ou que sais-je?
Donc, il y a une frilosité, c'est pour ça que dans mon rôle de retraité, c'est plus facile pour moi, je risque moins. Ah oui, bien sûr. Au Québec, on se spécialise, disons, dans les gens qui, beaucoup de gens au Québec doivent attendre la retraite pour s'exprimer parce que les ordres professionnels les bloquent. C'est vrai pour Patrick, par exemple, Robert Béliveau, le médecin Robert Béliveau, sur la pandémie. Donc, ça vous donne effectivement une liberté pour vous exprimer sur ce sujet-là. Oui, c'est-à-dire, voilà, vous devenez... vous êtes lanceur d'alerte, mais là, qui peut vous arrêter, quoi? Vous supprimez votre retraite. N'est pas en jeu. Donc, vous allez assez loin quand même dans certaines entrevues. Là, vous dites, par exemple, dans une entrevue accordée récemment à Omerta, qu'une partie des francs-maçons est pédophile en France. Oui, une partie, non, mais certainement infime. Mais la difficulté avec les francs-maçons, c'est qu'ils se jugent entre eux. C'est-à-dire... Oui, il y a plusieurs loges, c'est ça. Il y a une justice franc-maçonne. Donc... quand ensuite il se retrouve, si d'aventure il y en a un qui est pédophile et qui se retrouve devant les tribunaux, si le gendarme chargé de l'enquête est franc-maçon et que le juge chargé de le juger est franc-maçon et que l'avocat général est franc-maçon et que l'avocat est franc-maçon, il est clair qu'il ne prendra pas aussi lourd que s'il ne l'était pas. Donc le grand problème qu'on a avec la maçonnerie, c'est d'arriver à leur faire comprendre qu'on ne leur reproche pas d'être maçons, ils font ce qu'ils veulent. C'est qu'ils n'ont pas à sauver leurs frères, ou maintenant leurs sœurs, puisqu'il y a aussi des sœurs, quoi qu'il advienne. Dans des cas de pédocriminalité, ils ne doivent pas les protéger. Or, jusqu'à présent, ils les ont toujours protégés. Ce qui fait qu'on voit des cas, récemment en France, il y avait comme ça un magistrat à Dijon qui vendait sa fille sur le dark web. Elle avait 12 ans. Il la proposait au plus offrant. Il se fait pincer. Et le gars, il a pris du sursis. Du sursis? On rêve. D'abord, il a pris 1 an, puis finalement, ils se sont réunis entre eux et ils l'ont blanchi. Voilà un exemple flagrant de ce que je dénonce. Maintenant, je ne dis pas qu'ils sont tous pédophiles, bien sûr que non. Pour nos auditeurs québécois, la franc-maçonnerie au Québec, disons, ça n'a pas du tout... ça n'a jamais percé comme en France. Je ne pense pas qu'il y ait une influence ici des francs-maçons comme il y a en France ou en Europe en général. Pour nos éditeurs qui sont québécois, pouvez-vous leur expliquer un peu rapidement là, comment fonctionne la franc-maçonnerie et pourquoi il y aurait des pédophiles, disons, on ne pourrait pas dire surreprésentés parmi eux, mais disons... Mais vous dites que c'est un phénomène qui est pyramidal, c'est un système pyramidal, donc cette pédophilie est réservée à une élite qui fait un peu aristocratique, donc on a un peu moins ça ici au Québec. C'est un grand réseau qui existe depuis fort longtemps, depuis avant la Révolution française, qui a commencé en Angleterre, puis en Allemagne, puis en France, et qui donc est censé être quelque chose de philosophique. Donc il y a des réunions pour parler de ce qu'ils appellent le grand architecte, qui est Dieu, et d'essayer de faire le bien. Et ils font des tas de choses bien, au travers de leurs différentes loges, etc. Et puis c'est une manière de s'entraider, surtout, en termes de carrière, en termes de... Vous avez... C'est des gens qui aspirent à faire partie quand même de l'establishment. Oui, oui. Et puis surtout, le petit cousin, il faudrait bien qu'il ait un boulot, mais justement, il y a machin qui connaît bidule, qui connaît truc, et ainsi de suite. Donc, tout ça est bon enfant. Et comme dans n'importe quel système, on s'entraide. Il y a bien un lobby gay, un lobby juif, un lobby... c'est un lobby. Ah, okay. Là où c'est emmerdant, je vous dis, c'est par rapport à quelque chose d'aussi grave que de violer des enfants, ou pire encore, et qui se protègent entre eux. Ça, c'est insupportable. Avez-vous déjà craint pour votre propre sécurité, compte tenu du fait que vous attaquez sur un système qui est pyramidal, auquel appartiennent des gens de l'élite? Craindre pour ma situation... Ma situation, c'est que je n'en ai plus. N'ayant pas de situation, qu'est-ce que vous voulez que je craigne? Je peux craindre pour ma vie, je fais attention. Mais en plus, je suis un peu trop voyant. Je peux toujours passer sous un camion, mais j'y crois pas trop. Parce que j'imagine que vous savez que certaines personnes que vous ne pouvez pas nommer
participent à ce genre de... Disons que j'ai des informations que, par sécurité, j'imagine que vous devez garder pour vous-même. Il y a deux cas. Il y a des cas où tout le monde le sait, mais on n'a pas la preuve. Il y a des cas où je le sais et j'attends d'avoir la preuve. Donc, restez prudent. Il faut rester prudent. Il ne faut pas balancer des trucs sans être sûr. Balance ton port, un mouvement, il ne faudrait pas que ça s'applique. Il ne faut pas dire tout. Il y a par moment, il y a un peu une dérive sur les réseaux sociaux de vouloir balancer toutes les semaines à une personne un nouveau truc, un nouveau machin, comme si la machine avait besoin de ça pour se nourrir. C'est absurde. Il faut arriver avec des trucs sérieux. Sinon, on n'est pas crédible et ça fait l'effet inverse. Ça fait qu'on se dit « Ah ben non, ce sont des fous qui dénoncent n'importe qui ». Non, il ne faut pas. Je reviens au pédosatanisme. Il y a quand même des spécialistes, des criminologues qui disent que ça n'existe pas vraiment. Ils persistent à le croire. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui malgré tout, s'intéressent à la pédophilie, mais qui nient finalement ce phénomène-là parce qu'il y en a quand même un certain nombre? Alors, il y a deux solutions. Soit ça leur fait, et ça peut se comprendre, trop peur à imaginer, parce que c'est inimaginable, c'est atroce. Et donc, il y a un réflexe comme ça qui est normal. Soit, alors c'est moins positif, c'est que ce sont des gens qui, pour des raisons que je ne connais pas, mais que je peux imaginer, préfèrent taire cette réalité. Dernier point, ça peut être aussi des gens qui n'ont jamais été confrontés à ça, ou à des victimes de ça, et qui donc se disent « ça n'existe pas, benoîtement, voilà, bon, ça n'existe pas ». Mais... Enfin, moi, je peux vous dire, ça existe, voilà. Le rôle des médias sociaux, l'hypersexualisation, la culture populaire, sentez-vous qu'il y a dans l'air, en fait, une certaine pédophilie qui est véhiculée par les Instagram, les choses... sentez-vous que c'est un courant, même au-delà de la criminalité, c'est comme... Sexualiser les enfants, évidemment... Mais ça date pas d'hier. Déjà dans les années 80, il y avait des concours de mini-miss aux États-Unis qui avaient 3 ans et demi et qui étaient maquillées, fardées et déguisées en prostituées. Bon, pourquoi pas, si ça les amuse. Ensuite, quand vous allez dans les magasins, que vous regardez ce qu'ils mettent en vente comme habits pour les petites filles, vous serez surpris de voir que dès l'âge de 4 ans, on propose des tenues qui sont inimaginables et qui en plus amusent les enfants. Donc on les attrape. Bon. Ensuite, les réseaux sociaux, c'est vrai que les jeunes filles, dès toutes petites, dès 10 ans, quand vous êtes à la plage, regardez-les, elles se prennent en photo dans des poses, des machins. Elles singent des clips ou des films ou un univers hollywoodien. Et tout ça les sexualise. Et donc, en même temps qu'on les sexualise, on ne lutte pas contre la pédophilie et on ne leur offre plus ce qui faisait la saveur de l'enfance. C'est-à-dire de ne pas connaître tout ça, de pas... En fait, c'est une société qui avilit, qui salit, et c'est triste. Parce qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux, des internautes qui sont inquiets là, pour leurs enfants parce ils pensent que... les créateurs de mode, puis bon, certains gens qui appartiennent à l'élite, on l'a vu avec Balenciaga, par exemple, là, qui a fait beaucoup parler avec une sorte de mise en scène, encore là, rituel très, très louche. Là. Donc, ils sont inquiets parce qu'ils sentent qu'ils n'ont plus le contrôle, finalement, sur ce qui touche leurs enfants. Ils l'ont s'ils font attention. Comment on fait? On surveille les gens que voient les enfants, déjà, je veux dire, en relation physique. Ouais. Ensuite, on surveille le téléphone. Mais en premier, on regarde qui y a dans l'école, qu'il y a au club de sport, qu'il y a à la musique, qu'il y a au... Je ne sais pas s'ils vont au catéchisme, qui est là, et d'où ils viennent. En France, on a cette particularité, je ne sais pas si vous l'avez aussi, qu'il n'y a toujours pas de loi qui exige qu'on regarde le casier judiciaire d'une personne qu'on engage dans des postes qui ont affaire aux enfants. Ce qui est délirant. C'est-à-dire qu'un mec peut avoir violé 3 gosses et être engagé comme assistant dans une école ou dans un club de sport. Ouais. OK. Donc, avec ça, on a un gros problème. Après, c'était quoi? J'ai oublié le... Je parlais de l'hypersexualisation. Est-ce que vous proposez un contrôle, par exemple, une régulation des médias sociaux, un contrôle parental? Ouais, alors après... On commence à parler de ça aujourd'hui au Québec.
le contrôle des écrans, pas seulement la question de l'hypersexualisation, mais évidemment de la dépendance aux écrans. Est-ce que c'est quelque chose, je sais que Maria Mourani, qu'on a déjà reçu ici 2 fois, est en train de travailler sur un outil là, de contrôle parental, finalement, pour protéger les enfants des prédateurs sexuels qui sont devenus légion, apparemment, depuis la pandémie. Faites-vous un lien entre la pandémie puis la... Ah oui. Parce que les données le montrent, hein? Il y a plus de prédateurs sexuels de type pédophile en ligne depuis la pandémie. Il y a eu un record absolu d'inceste, déjà dans les maisons. OK. Dans les foyers. Dans les foyers. Ensuite, effectivement, la pédocriminalité en ligne a connu un bond, mais elle n'était pas en contact direct à cause des gestes barrières, etc., et de la difficulté pour les gens de rencontrer les jeunes proies. Et on a vu en fait apparaître une nouvelle population de prédateurs pédophiles qui est beaucoup plus jeune, puisque la moyenne d'âge chez nous, c'est 24 ans. Alors qu'autrefois, dans l'inconscient collectif, c'était un vieux monsieur en imperméable qui allait à l'école montrer son zizi. Aujourd'hui, c'est un jeune qui s'est épuisé à se, vous me passerez le mot, pignoler en voyant des vidéos porno, et il a franchi très vite toutes les étapes, et arrivé à 24 ans, il reste que les enfants, puisque avant il a fait tout le reste que je ne vous citerai pas. Une forme de radicalisation, un peu comme les terroristes. Là. Il reste que ça. Donc à un moment... on veut plus de sensations fortes, finalement. Là. Il faut quelque chose de plus fort. Au-delà des enfants, peut-être la nécrophilie, j'en sais rien, mais je pense que c'est les enfants. Et donc, puisque c'est le sommet, ils vont vers ça. Et ça, c'est le résultat de la pornoculture. La pornoculture, oui. Ouais. Donc, une régulation ou pas des réseaux... La régulation, j'y crois pas trop, parce que ça sera les premiers à pirater le truc. S'il y a un contrôle parental, ça n'a jamais marché. Pour les parents qui nous écoutent, vous leur dites qu'aux parents, donc surveillez vos enfants. Surveillez vos enfants. Vous dites... Et ne faites pas confiance. Ne faites pas confiance. Est-ce qu'il faut être parano même? Pas parano, mais ne faites pas confiance si facilement. Parce que vous savez, toute la question des deepfakes, Maria Mourani nous racontait que maintenant, on peut même voler l'image d'un enfant, son visage, et l'accoler sur un corps, évidemment. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre de photos. Il ne faut pas, jamais aucune? Est-ce qu'on peut se prendre en photo avec ses enfants et mettre ça sur Facebook? Une photo de famille, oui, mais si c'est... Maria nous disait même ça, elle ne voulait pas. Oui, mais elle exagère, je pense, un petit peu. Parce que sinon, on fera plus jamais... Vous allez en débattre avec elle à la conférence de plus dimanche. Jamais rien, non, mais par contre, évidemment, des photos de petits tout nus ou en maillot, ça, faut éviter. Parce qu'il y a aussi, c'est vrai, avec l'IA, maintenant, il y a du child porn, de la pornographie infantile, mais en IA. Donc, avec des personnes qui n'existent pas. Ça fait beaucoup de... Vous devez mener un combat sur plusieurs fronts. Là. C'est 53 fronts, et c'est délirant. Êtes-vous fatigué? Hein? Oui, surtout avec le décalage, oui. On a eu tout un débat, M. Zéro, on a eu tout un débat récemment au Québec sur les drag queens, vous savez, ces figures de cabaret. Qui viennent dans les écoles. Qui viennent raconter des contes aux enfants viennent dire aux enfants, bon, peut-être que vous êtes nés dans le mauvais corps, peut-être que les petits gars, peut-être vous êtes des petites filles, peut-être que les petites filles ont des petits gars. C'est quoi ça? C'est de la connerie. C'est de la pure connerie. Des conneries, mais c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi des hommes déguisés en femmes viennent raconter des contes aux enfants dans les écoles de Québec, et peut-être du Québec et peut-être de France. De France aussi, parce que des directeurs d'école qui sont particulièrement à la masse. Je sais que Emmanuel Macron a reçu des drag queens à l'Élysée, là, où... il n'est pas une connerie près, lui. Non? C'est pas votre président, Emmanuel Macron? Vous ne faites pas confiance pour... C'est pas quelqu'un qui va lutter sur ce combat-là, je lui fais absolument pas confiance. Non? Ah, réellement pas. Il nous a promis monts et merveilles. Il se trouve que c'est une affaire qui est assez célèbre en France. Je ne sais pas si elle a franchi l'Atlantique, mais il y a eu ce qu'on a appelé l'affaire Olivier Duhamel, qui était un monsieur qui dirigeait à la fois Sciences Po, c'est-à-dire la meilleure école. Le politologue Duhamel. Voilà. Oh, oui, vous avez entendu parler de ça. Bon, et donc il avait des relations sexuelles avec un petit garçon de, je sais pas quoi, 13-14 ans. C'est sorti dans un livre. Alors, pour une fois qu'on parlait de la pédocriminalité, on s'est dit, ah, ça y est, mais non. En fait, le président de la République a dit, nous vous croyons, n'ayez plus peur, on va intervenir. Et
On s'est dit, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et il nous a créé un comité contre l'inceste et les violences sexuelles, la CIVIS. Et on s'est dit, bah, c'est comme l'ONU, ça va être un machin qui sert à rien. Et en fait, à la surprise générale, il a nommé un monsieur qui s'appelle le juge Durand, qui a été très efficace, qui a réellement travaillé pendant 3 ans et qui a proposé 87 mesures, dont au moins la moitié, on les proposait depuis 10 ans. Et là, ils ont viré le mec. Le juge Durand a été démis de ses fonctions. Et ils ont dit, on va continuer avec une autre personne. Mais ça n'a continué qu'1 mois, parce qu'on a découvert que ce type avait fait je ne sais plus quoi. Et puis, ils en ont nommé un autre. Et 2 mois, il a été obligé de démissionner aussi. Et donc, les 87 mesures ont fini à la poubelle. Le juge Durand avec, et la CIVIS avec. Et donc, on n'attend absolument rien d'Emmanuel Macron. Donc, la technocratie en France, finalement, c'est un obstacle pour les victimes? Oh, c'est pas la technocratie, c'est que... Vous parlez d'un énième bidule là, bureaucratique. Finalement, il crée un nouveau bureau où des gens vont se justifier d'exister. On fait une commission, une sous-commission, un machin, et puis finalement, tout le monde s'en fout. Et puis, c'est l'heure de partir en week-end, et puis c'est bien comme ça. Et puis voilà. Et puis quoi? Bon, il y a des enfants qui se font violer, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Jusqu'au jour où c'est le sien, voilà. C'est ça. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez un organisme de défense des victimes. Est-ce que c'est un obstacle que vous rencontrez, que cette bureaucratie pour que les victimes... C'est un obstacle, oui, dans la justice, beaucoup. De manière générale, oui. Oui, parce que l'enfant n'est pas cru. C'est-à-dire quand un enfant raconte en France, on dit « il invente ». Donc, ou alors sa mère le manipule. Il y a toujours 1000 façons de faire en sorte d'étouffer le problème. Pierre Madame, vous ne devriez pas. Et vous l'évoquez aussi, là, ce qu'on appelle l'amnésie traumatique, c'est ça? Qui fait en sorte que certaines victimes ne se rappellent pas tout de suite de ces... Non, mais ça, c'est quand... L'amnésie traumatique, c'est quand on a été abusé. Parfois, on fait une sorte de vide, de trou noir. On oublie et ça revient beaucoup plus tard. Anneke Lucas, dont on parlait au début de notre entretien, ne s'est souvenue des choses que 20 ans après. Et petit à petit... elle a recollé les morceaux du puzzle pour comprendre son histoire. Ça arrive chez beaucoup de victimes. Chez certaines, ça peut arriver plus tôt. Donc, dans le cadre de l'association, en fait, on recueille, au fond, des appels au secours de personnes qui ont un peu tout essayé, qui ont été déçues et dont il faut essayer de venger l'honneur, si j'ose dire, en faisant en sorte d'arriver au procès et de gagner. C'est pas une sinécure, mais voilà. Est-ce qu'il y a des chiffres... Bon, c'est un phénomène de l'ombre, mais est-ce que vous, comme spécialiste maintenant de la pédocriminalité, vous avez recueilli des chiffres? Avez-vous une idée de l'ampleur? C'est-à-dire combien, par exemple, de victimes dont on peut parler en France actuellement? On sait qu'en France, oui, les chiffres, on les connaît. Il y a 160 000 viols d'enfants. Annuellement? Annuellement. Pour ceux qui sont... parce que, évidemment, tous ne vont pas au commissariat ou à la gendarmerie pour dire... j'ai été violé, ou les parents parfois laissent tomber, pour ceux qu'on sait. D'aucuns disent que ne sont déclarés que 10%. Donc ça vous donne une idée du chiffre. On sait que, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, il n'y a que 4% des affaires de viol d'enfants qui vont aboutir à une condamnation. On sait, c'est le titre d'ailleurs du manifeste que j'ai publié avec Oméra Cellier et Serge Garde et qui a donné lieu à un film qu'on peut voir sur YouTube qui s'appelle 1 sur 5. 1 sur 5, c'est le chiffre du Conseil de l'Europe. Ça concerne l'ensemble de l'Europe. 1 personne sur 5 a été abusée sexuellement. C'est du monde. 1 sur 5, c'est beaucoup. Les pouvoirs publics, les solutions, s'il y en avait, pour lutter contre ce fléau, d'abord le reconnaître, j'imagine? On parlait infiniment plus, de façon à ce que tous les enfants soient au courant, tous les parents soient au courant, et tous les prédateurs aient peur, et donc de bien plus lourdes peines. Et si on continue à vous accuser de complotisme, pensez-vous qu'il va y avoir quand même une... Alors ça m'en touche une sans faire bouger l'autre.
Ouais. C'est une formule de Jacques Chirac. Bon, disons qu'à Libération, on n'a jamais pris ça trop au sérieux non plus, ce genre d'accusation. Mais croyez-vous quand même, êtes-vous optimiste pour une sorte d'éveil par rapport à ce phénomène-là? Évidemment, la conférence ici à Boucherville va y contribuer. Résolument optimiste. Mais vous sentez qu'il va y avoir... Mais quand vous mettez au service d'une cause comme ça, qui est une cause contre laquelle, à part continuer à essayer de cacher les choses, ils ne peuvent rien. C'est-à-dire qu'on a avec nous une armée des ombres qui petit à petit sort de partout et dit « vous avez raison et je l'ai vécu et c'est vrai et ça suffit et voilà. Qu'est-ce que vous voulez arrêter ça ?» Alors, je serais peut-être mort, mais à l'arrivée, on a gagné. Oui, vous sentez que... Ah oui. Ah oui. Ça, malgré l'omerta quand même. Malgré le complotisme, l'omerta, les emmerdeurs et tout ce que vous voulez. Bon, en tout cas, très bien. Écoutez, Carl Zéro, merci beaucoup. Merci à vous. Et bravo pour votre média. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que vous êtes ici à Québec, non pas à Québec, au Québec, à Boucherville, près de Montréal, pour une grande conférence sur la pédocriminalité qui a lieu dimanche. Ce dimanche. Ça vient très vite, donc allez vous procurer des billets.